Et alors là, on continue tout droit. À un moment donné, on arrive à une intersection où on voit écrit Saint-Martin-de-Palière, encore tout droit, à une intersection avec une route sur la droite qui mène à barrage. On va pas à barrage, vous verrez Saint-Martin-de-Palière, vous suivez. On tourne Brasse. En Provence, on dit Brasse, on ne dit pas Bras. Brasse. On va sur Brasse. On arrive à l'entrée de Brasse. Il y a un rond-point. Il y a un supermarché sur la gauche, mais on file tout droit au rond-point. Et on ne peut pas traverser Brasse. Normalement, on traverse Brasse et on voit, il y a des travaux. Enfin, à moins qu'ils aient enlevé les tuiles le dimanche, mais bon, ça m'étonnerait. Sinon, à peu près à 200 mètres du rond-point en allant vers le centre-ville, il y a route barrée. Donc, il n'y a pas de problème. On prend à droite la D35. C'est la D35 encore, je crois, ouais. Ou la D34, non, la D34 vers Barjol. Alors il faut faire gaffe parce que quand on arrive à cette route barrée, en face il y a un panneau qui met D28, Saint-Maximin d'un côté, Barjol de l'autre. Mais en fait, à droite c'est la D34. Et on va vers Barjol. À un moment donné, donc on roule, je ne sais pas, 9 km, je crois, j'ai mis. Et on arrive sur la D561. On ne peut pas se tromper, on arrive alors, perpendiculaire à la D561. On prend sur la droite, il mène à barrage. Bon, on ne va pas à barrage, vous verrez, Saint-Martin-de-Palière, vous filez droit. Mais attention, à cette intersection, il y a une priorité à droite pour les gens qui viennent de barrage. Donc il faut faire attention, il ne faut pas traverser d'un coup. Ensuite, eh bien, on arrive à Saint-Martin-de-Palière.
Je peux descendre moi là? Je peux descendre là? Non mais c'était pour... Parce que je fais la vidéo moi. Oui, derrière la... Allez, on y va. Pas le... on est tous décoiffés. Hein. On peut se recoiffer. Je crois tout de suite. Mais j'ai goûté à la château, tous les dessins. C'est génial. Monsieur Bernard. Monsieur, madame...
que décider, hein. Les pèlerins arrivent à la cathédrale. Parmi les pèlerins, les saints frères. Monsieur Robert. Regardez, c'est par cette ouverture en hauteur, c'est par là que l'eau arrivait. C'est ce que l'on appelle le dégueuloir. Derrière, on a un souterrain qui va rejoindre le fameux bassin qui va retenir les branches, les feuilles et les pierres qu'elles n'aient pas encombré la citerne. Et ce bassin est alimenté par les fossés et la fameuse martelière. Et lorsqu'elle a cette position, c'est la position qu'elle a aujourd'hui, l'eau va aller dans la plaine. Lorsqu'on veut avoir de l'eau, on met la martelière dans l'autre sens et l'eau arrive. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on a ces gros orages d'automne, je vous parle d'avant réchauffement climatique, hein, lorsqu'on a ces gros orages d'automne, ici c'est une véritable rivière qui sort. Et le flot est tellement puissant, il arrive au niveau des 2 derniers piliers que vous apercevez au fond, et le niveau de l'eau monte de 1 mètre par jour d'orage. Donc vraiment, on l'a vu, hein, en 5 orages, ça y est, elle est pleine. Et là, le choc thermique, il va tout vous dire. Ça y ressemble. Vous n'allez pas vous faire soigner, quoi. À l'extérieur. Il y a de l'air. Comme quoi, vous voyez que le bâtiment de droite, il n'a pas servi à grand-chose hein, pour le vent, contre le vent. Et à mes côtés et de tous les collaborateurs du bureau, de vous offrir la plaque du RMCC de notre passage chez vous. Merci. Écoutez, Et nous vous attendons bien sûr au Castelet le jour où vous avez occasion. Un grand merci et Voilà. bon, elle figurera en bonne place dans le moulin. Un grand merci très pour vos touché. explications. Précision supplémentaire. Cette maison, la date que l'on retient de sa finitude, elle a été finie en 1256. C'est la date qu'on retient parce qu'on sait qu'en 1256, il y a des traités qui ont été signés dans cette maison, donc elle existait. Vraisemblablement, elle existait aussi un peu avant, mais on n'a aucun élément qui peut nous apporter la preuve. Donc c'était, comme vous l'a dit Michel, une forteresse. Donc vous voyez, il faut que vous oubliez tout ce que vous voyez là en fait, parce que la façade, elle n'était pas tout à fait comme ça, et puis il n'y avait aucune fenêtre, il n'y avait que des meurtrières sur l'ensemble des façades.
Il n'y avait pas ces pierres de taille qu'il y a, qui sont venues après. Et vous aviez des tours avec des poivrières dessus, des toits en bois. C'est resté comme ça jusqu'en 1604. Ça veut dire, en tous les cas, ça voulait dire qu'il fallait descendre les poivrières, et ils ont descendu les poivrières et commencé à détruire. Et puis ils se sont arrêtés parce qu'ils ont eu peur que ça écrase le village qui était dessous. Ça part d'un bloc et que ça écrase le village. On a aussi la lettre de l'entreprise qui écrit au tribunal révolutionnaire en leur disant que ce sont des bons républicains qui veulent bien respecter les lois, mais que ça présente un trop gros danger pour le village. Donc ils ont arrêté les travaux. Et après la Révolution, Armand Natal de Boisgelin, qui était le fils de Gilles-Dominique de Boisgelin et de Marie-Adélaïde de Laurence, qui étaient les propriétaires au moment de la Révolution, Armand Natal a refait la toiture et a refinalisé les tours comme elles sont aujourd'hui à créneaux. Comme vous voyez, c'est des créneaux. Donc il n'y a plus eu les poivrières puisqu'elles n'ont pas été reconstruites après la Révolution. Ah, les voitures. Vous le voyez très bien là, c'est le pic de la Sainte-Victoire. Ah ouais. Et là, vous avez le très beau village de Saint-Martin-de-Panière, qui a vraiment été un village qui a retrouvé vraiment sa vie à partir de 1970, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu l'eau qui a été séparée de la France. Sinon, nous, pendant notre rencontre,